te laisse. Donc, merci d'être venu pour cette présentation. Ce qui est bien, en fait, c'est que c'est assez convivial. Alors, je préfère que si vous avez des questions, qu'on pose les questions tout de suite, si ça dérange pas l'organisation de l'événement. Parce que comme ça, en fait, ça peut aussi diriger la présentation là où ça vous intéresse. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses qu'on a fait. Et j'aimerais bien que ça correspond à ce que vous cherchez quand même à comprendre là-dedans. Ici, on va parler de Prismic.io. On va présenter un peu ce que c'est Prismic.io. Alors déjà, qui a déjà entendu parler de Prismic.io? Ok, à peu près, peut-être la moitié de la salle. Qui a déjà un compte chez Prismic.io? Ok, il y a 5-6 personnes. Et qui travaille de près ou de loin dans le domaine d'un software hosté type SaaS Qui fait GitHub? Qui travaille avec GitHub? Personne? Bon, pas tout le monde. Ok. Ok. Bah, Gmail, c'est du SaaS alors. C'est qui fait du Gmail, hein. Je cherche un sujet qui est assez proche. Et ben en fait, déjà, c'est quoi Prismic.io? C'est assez simple. En fait, déjà, ce qu'on va pouvoir présenter, on va présenter rapidement ce qui est Prismic.io pour donner un peu de contexte en fait, pour comprendre pourquoi on a réfléchi à résoudre les problèmes de telle façon. Il faut comprendre le problème. Et après, on va montrer une petite vue d'architecture d'ensemble de composants et des décisions qu'on a prises et comment on a analysé les problèmes pour décider par rapport à ces pratiques-là. Bien sûr, on va rester au niveau architecture, c'est-à-dire on va pas descendre dans l'optimisation au niveau API, au niveau plusieurs primitifs de performance. On a beaucoup de ça aussi, mais c'est pas l'objectif. L'objectif est plutôt de rester au niveau architecture. Mais bien sûr, si vous avez des questions, on peut descendre un peu plus bas pour découvrir ce qui existe. On va parler aussi des composants techniques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a utilisé comme base de données, comme serveur et ainsi de suite. Et aussi ce qu'on a optimisé au niveau front-end. Et on va parler de process de hosting de Prismic.io. Ça, c'est l'agenda. Mais pour tout commencer, il faut comprendre déjà ce qui est Prismic.io. Alors, c'est quoi Prismic.io? Alors, une autre question, un sondage que je vais faire, c'est qui a travaillé avec des CMS, gestion de contenu? Pas tout le monde, la moitié à peu près la salle. C'est quoi la gestion de contenu? C'est quoi un CMS? À quoi ça sert? Je pense que la plupart comprennent. On a un site web, on a de contenu de texte. Hein, de texte qui est saisi à l'intérieur et de temps en temps on va le changer, on va le mettre à jour, on va corriger certains fautes, on va l'évoluer, on va rajouter d'autres documents. Ça c'est un peu la gestion de contenu. N'importe quel site web doit avoir un peu de contenu géré, un peu de gestion de contenu. Un site de startup, il faut changer dedans. Le site d'Octo, il faut changer dedans. Voilà, tout ça, ça rentre dans le problème de gestion de contenu. Alors c'est quoi le problème? C'est de gestion de contenu. C'est comment on le gère. Comment on le gère. C'est-à-dire, j'ai écrit le code qui fait le site web ou qui fait un jeu vidéo ou un web app ou une app mobile ou autre chose. Tout ça, il y a un peu de contenu dedans. On écrit le code, on fait le design, on est tout content. Une fois on a déployé, il y a quelque chose à changer dans le contenu parce que ça change beaucoup. Il faut optimiser le contenu tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on reprend le code, on change le contenu, on recompile s'il faut compiler, on redéploie et ainsi de suite. C'est un process super long. Il faut une intervention de développeur. On voit que c'est pas, voilà, on peut pas gérer le contenu de telle façon. On peut pas gérer comme ça le contenu. Une autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser un CMS. Voilà. À chaque fois qu'on va dire, on va faire la gestion de contenu, quelqu'un va nous dire, il y a tel CMS qui fait la gestion de contenu. Et là, souvent, c'est la dépression, parce qu'en fait, ça veut dire on va abandonner tous les outils, tout ce qu'on sait faire, on va l'abandonner pour rentrer dans le CMS, pour comprendre comment ça fonctionne sur CMS, pour utiliser tous les talents juste pour comprendre comment ils ont réfléchi leur système et comment détourner les fonctionnalités de CMS. Pourquoi? Parce que quand on parle d'utiliser un CMS, c'est pas simplement l'installer et l'utiliser à côté en boîte noire à côté de l'application qu'on est en train de développer, c'est vraiment l'intérêt avec l'application.
Et déjà, la première question, c'est la technologie. Alors, par exemple, je développe mon site, mon applicatif en Java ou sur une technologie sur la JVM, donc il faut que je trouve un CMS qui tourne sur la JVM, qui tourne sur le même type de technologie pour pouvoir l'intégrer de manière efficace au runtime. Alors, la majorité, ils sont en PHP. Et donc, c'est pas simplement l'utiliser, c'est l'intégrer vraiment, le problème du CMS. Bien sûr, il y en a qui sont écrits en Java, mais ça veut dire aussi que je vais développer toute mon application dans le CMS, dans la technologie CMS. Abandonner tout ce que j'ai appris par rapport au développement logiciel pour rentrer dans ce qui a le CMS, ce qui a prévu le CMS. Et en plus, là, on parle même pas de design. Il a prévu certains designs qui datent des années 2000. Si on veut faire un truc un peu plus sympa, il faut hacker dans tous les sens, il faut changer, il faut écraser les CSS. Voilà. C'est vraiment un truc, parce qu'en fait c'est impossible. Ça ne peut pas évoluer aussi rapidement que les outils. On va voir plus tard, on va analyser un peu plus le problème. Mais après, ce qu'on peut dire, ok, intégrer un CMS, ça paraît super difficile. Ce qu'on va faire, on va stocker dans une base de données. Hein. On fait toujours tout ça. On a certaines données, on les stocke dans la base de données, on les récupère, on les affiche. Voilà, c'est tout simple, quoi. Au niveau développement, il n'y a rien à faire. J'ai de texte, c'est des datas, je les stocke dans une base, peu importe c'est quoi la base, et basta. Le problème, c'est quand la personne qui va gérer le contenu du site, le contenu du jeu vidéo, le contenu de l'app, il va faire quoi? Il va saisir dans le console de la base de données. Il va dire ok, il va pas saisir dans le console, c'est vrai que c'est pas acceptable. On va créer des outils pour lui pour saisir le contenu. On va faire des formulaires. Les formulaires, ils vont pas être assez sympas, ils vont pas être adaptés. Il va demander d'autres features. Voilà. On est en train de redévelopper notre propre CMS. Il va vouloir uploader des vidéos, tailler des images, il va vouloir un workflow, il va vouloir des droits d'accès, il va vouloir... Voilà. En fait, un CMS, c'est le truc, au début, on a l'impression que c'est un truc vite fait, simple, on stocke dans la base et on fait quelques formulaires. À un moment donné, on comprend qu'il y a toute une complexité de gestion de contenu, parce qu'il y a beaucoup de tâches à faire autour de cette tâche-là, et des tâches super importantes pour quelqu'un qui gère le contenu. C'est pour ça, ça paraît pas vraiment un truc fiable, surtout pour être agile dans le développement logiciel. Alors, troisième chose, à un moment donné, on dit on abandonne tout, on le met dans le code et c'est tout. Et à chaque fois, on déploie, ce que j'ai dit au début. Alors, toutes ces solutions, ça semble pas répondre à un problème quand même assez simple. C'est-à-dire le besoin, on n'est pas en train de faire quelque chose de complexe. C'est juste, il y a quelques bouts. Des fois, en fait, il y a toute une appli transactionnelle, il y a quelques bouts de texte qu'il faut à gérer. Et pour ça, il faut poser toutes ces questions existentielles par rapport aux technologies qu'on utilise pour le développement. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut que ça soit beaucoup plus simple. Mais c'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est que un CMS classique, le concept de CMS classique, il a un problème fondamental, en fait. Un problème historique. Ça vient du monde du début du web. Là, on a dit le problème principal qu'on veut résoudre, c'est construire des sites web avec des WYSIWYG, avec des drag and drop. C'est ça le problème qui est essayé de résoudre les CMS. C'est vraiment aider les pas développeurs à construire des sites web. Aujourd'hui, on a des développeurs. Construire un site web ou une appli ou tout ça, c'est pas. Il y a énormément de frameworks qui le font bien. Il y a énormément de builders qui le font très bien. On peut parler des frameworks Java ou PHP ou JavaScript. Il y a des outils, il y a des CSS, il y a JavaScript, il y a des frameworks pour les mobiles, pour le natif. Il y a plein d'outils qui font ça. Et c'est pas le rôle de CMS de proposer ce genre de fonctionnement. Le CMS, il doit proposer une seule chose, c'est gérer le contenu. Okay? Alors c'est pour ça, on s'est dit, alors ce qu'il faut faire, c'est développer la partie back-end. C'est-à-dire, on va juste faire les formulaires qui sert à saisir le contenu, à le gérer, à retailler les images, à modifier le texte, à versionner le texte, à publier le texte. On s'arrête là. Et tous les builders, ils existent des outils. On va utiliser les outils qu'on utilise tous les jours pour construire les applications qu'on veut construire. Alors comment on va récupérer le contenu qu'on a géré dans le back-end? Via une API. C'est pour ça on s'est dit, ok, on va faire ce concept-là dont on parle dans Prismic.io. C'est on a un writing room, c'est là où c'est le back-end, c'est là où on gère le contenu. Il y a une API qui va nous permettre de faire des queries dans le contenu qu'on a géré, le récupérer, après le jeter où on veut, peu importe l'application, peu importe la technologie. Ça, c'est un peu le concept de Prismic.io. C'est vraiment une séparation, un découplage fort entre
entre la partie gestion de contenu et la partie application, site web et jeux vidéo, peu importe ce qu'on fait là-dedans. Parce que c'est facile, il y a du texte à faire, bah on récupère, on fait des queries, on jette dedans. Il faut que l'API soit super puissante pour qu'on puisse récupérer n'importe quel contenu de n'importe quelle manière. Il faut que le contenu soit maniable, c'est pour ça qu'on va parler de contenu structuré. Et il faut un outil derrière pour faire toute la gestion de contenu, pour ce qu'on appelle un content writer, c'est la personne qui va gérer le contenu, qu'il ait tous les outils nécessaires pour faire ces tâches-là. Ok, donc je vais juste switcher 2 secondes sur l'outil. Donc ça, c'est le software qu'on a construit, dont on va vous expliquer l'architecture qu'on a mis en place pour résoudre tous ces problèmes. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle la Writing Room, c'est une application web. Donc là, on va retrouver les problématiques courantes de gestion d'une application web. Donc, juste en fait, avant que tu continues, Guillaume, juste pour dire, en fait, ça, ceux qui utilisent déjà Prismic, ils vont voir que ça, c'est pas l'interface qui existe aujourd'hui, c'est l'interface qu'on va sortir dans peu de temps. Bien sûr, c'est pas public encore, mais on va sortir. Vous pouvez prendre des photos s'il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a un back-office dans lequel on édite du texte, on met en italique, on upload des photos. On voit pas bien les images. couleurs, mais c'est bien. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Writing Room. On va redimensionner les images, on va cropper, on va écrire de texte, on va même formater un peu le texte. Mais quand on formate le texte, ça fait pas de l'HTML, ça fait pas de CSS, ça fait juste une structure de texte qu'on va pouvoir réutiliser ou pas quand on récupère ce contenu dans côté API. C'est-à-dire, je peux dire le texte qui contient de strong, qui contient des emphases, bah quand je le récupère, bah je peux dire j'ai pas besoin de tout ça, je récupère juste le texte brut, ou je peux appliquer ce formatage comme je veux. On va voir qu'il y a beaucoup de choses comme il y a des releases, il y a des versionning, toutes les versions ils sont gardées, on supprime jamais rien, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une modification, il y a une version qui est créée, et ainsi de suite. Le fait qu'on garde les versions de tout et qu'on n'efface jamais rien, ça pose forcément des problèmes de montée en charge et de performance et d'architecture qui sont assez conséquents à régler. Donc ça c'est sur la partie back-office, et ensuite on a la partie API. Qui est une API, on a 2 types d'API, on a une API en HTML qui est un peu plus visuelle pour un développeur qui travaille sur... Voilà, ça c'est exactement le même contenu qu'on a vu dans le Writing Room, c'est juste récupéré par API et présenté en HTML. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est le présenter en JSON, et là on va voir juste une structure JSON qui contient l'identifiant de produit, les images de produits, ainsi de suite, les tags, les slags, voilà. C'est vraiment une structure de données comme ce qu'on a l'habitude de... Donc voilà la plateforme. Avec. Alors il y a des enjeux un peu particuliers à ce genre de plateforme. Déjà pour commencer, en fait, Prismic.io, le Writing Room et le Content Query API, c'est quoi? C'est un service SaaS. C'est quoi un plateforme SaaS? Ça veut dire, on héberge plusieurs clients, plusieurs utilisateurs dans le même infra. C'est quoi l'objectif d'un plateforme SaaS? Pourquoi on entend beaucoup parler de SaaS et on dit c'est intéressant, c'est bien. En quoi c'est bien? En fait, le but de SaaS, c'est à rentabiliser une infrastructure. C'est-à-dire, on va déployer une seule fois, on va faire le process de développement, de déploiement, de support, de tout en fait, une seule fois pour tout le monde. C'est vraiment, si on ne sait pas rentabiliser une plateforme SaaS, c'est-à-dire on va payer pour chaque utilisateur, c'est-à-dire les prix vont augmenter. Un service comme ça, si on l'héberge pour chaque client une fois, et avec le stockage, avec tout, le prix va être monstrueux en fait, parce qu'il y a tous ces services à payer, ça va augmenter le prix. Pas seulement le prix des machines ou du stockage, c'est le prix des process, des hommes derrière qui vont déployer les versions, les maintenir, le support qui est derrière, il y a tout à refaire pour chaque client, pour chaque utilisateur. Le fait que c'est ça veut dire on va réutiliser, en fait c'est mutualiser l'infrastructure et les process et les ressources qu'on a pour l'application. Alors bien sûr, si on veut mutualiser, on a des challenges. Il y a certaines choses qui sont un peu plus difficiles à mutualiser, dépendant du type de service qu'on va héberger. Alors par exemple pour Prismic.io, le tout premier problème c'est quoi? C'est on va héberger du contenu pour les gens.
Pas seulement de n'importe quel contenu, c'est de contenu qui va être publié sur leur site. Ça veut dire tout simplement, si on est down, ils sont down. Même s'il y a un bout de contenu, une seule ligne dans un jeu vidéo, s'il essaie de le récupérer, on n'est pas là, il ne peut pas lancer le jeu vidéo. Ça ne sert à rien de lancer sans le texte. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on ne peut même pas faire un mode maintenance. On ne peut pas dire, voilà, notre application est un mode maintenance pour 5 minutes ou même 1 minute. C'est-à-dire, tous les sites, ils sont down pendant une minute. On ne peut pas se permettre. L'API doit être toujours up. Parce que le contenu, en fait, ce qui est important, c'est que le contenu est central à n'importe quelle appli. Même s'il y a un petit peu de contenu quelque part, c'est quand même central pour l'application. C'est inutilisable, l'application, sans le contenu. Alors ça, c'est quand même un challenge un peu assez important. Quand on dit on peut même pas nous-mêmes se planifier des maintenances, c'est un peu compliqué. Tout le monde sait qu'une plateforme logicielle, à un moment donné, il y a des maintenances à faire. On doit arrêter certains composants, les mettre à jour. Donc on a dû beaucoup réfléchir pour trouver des solutions pour gérer tous ces cas. Et bien sûr, il y a des problèmes de scalabilité, des problèmes de montée en charge, tous les problèmes qui viennent. Parce qu'en fait, quand on héberge le contenu des gens, ils vont faire... moi, je me vois mal dire aux utilisateurs, il faut cacher votre API parce qu'il ne faut pas trop faire trop d'appels vers le service. Ça ne le fait pas, quoi. Ça montre qu'on est faible. Il faut plutôt dire, faites autant d'appels que vous voulez. C'est moi qui maîtrise, c'est moi qui essaye de bien développer au niveau performance de mon infrastructure pour que ça... pour monter en charge avec toutes ces demandes. Et en fait, après, si on regarde, alors maintenant le problème c'est quoi? On a plusieurs problèmes, c'est assez complexe en fait. On a du contenu qui est hébergé, on va le servir pour les sites web, on va le modifier de côté Writing Room, et on va garder toutes les versions possibles et imaginables, toutes les versions qui n'étaient jamais créées dans le Writing Room. Alors, ça fait plusieurs challenges, ils sont complexes, c'est très difficile d'obtenir des bons résultats avec ce système très complexe. À chaque fois, on essaie de dire, ok, on peut pas faire tomber, c'est-à-dire on peut pas mettre un mode maintenance. Mais le problème, en fait, le Writing Room, il y a des features, il faut toujours mettre à jour les features. Comment on peut mettre à jour les features sans faire tomber l'API? L'API, il faut que ça soit super performant. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup d'updates dans le Writing Room. Alors, s'il y a beaucoup d'updates et beaucoup de lectures, ça fait un problème super difficile quand même à gérer pour une infrastructure SaaS. Alors, ce qui est intéressant, en fait, à observer là-dedans, c'est on peut imaginer, en fait, le système en deux composants. Parce qu'en fait, le système n'a pas le même temps, en fait, toujours. C'est-à-dire, côté API, il y a des caractéristiques spécifiques, et côté Writing Room, il y a aussi des caractéristiques qui sont complètement différentes. C'est-à-dire, si on sépare l'architecture en deux composants, on peut gagner certaines caractéristiques d'architecture d'un côté et d'autres de l'autre côté. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de traiter le tout comme un bloc et essayer de gagner tout dans le même terrain. On peut faire deux terrains différents, gagner les caractéristiques qu'on veut d'un côté et les autres caractéristiques de l'autre côté. Si on prend l'API, par exemple, qu'est-ce qui est intéressant dans l'API? Que ce soit performant, ok? Il y a beaucoup d'appels, dans l'API, il faut que ce soit performant, il faut que ce soit super scalable, il faut que ce soit toujours up. Ça, c'est les caractéristiques que je veux gagner au niveau API. Ok? Mais ça, c'est ce qu'on veut avoir, mais il y a quand même un aspect important de l'API, c'est que les données qu'on demande, qu'on requête, elles bougent pas beaucoup, elles sont figées en fait. En fait, il y a des versions, c'est-à-dire il y a des publications, mais c'est des événements des publications. C'est pas des changements, c'est pas des commentaires tout le temps. C'est de temps en temps je vais publier, même si c'est toutes les minutes. Ça, quand même, il y a des événements. C'est pas de temps réel. On peut imaginer le système comme des points séparés de publication. Il y a des humains qui viennent, qui écrivent du contenu, qui et à un moment donné, ils publient. Voilà. C'est pour ça, voilà, c'est intéressant de voir l'architecture de telle façon. Alors, il y a de l'autre côté le Writing Room. On va toujours modifier les choses dedans. On est toujours en train d'écrire, en train de modifier des textes, uploader des images. C'est du travail contenu, des updates contenu, un contenu. Mais c'est pas aussi critique au niveau disponibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le writing, même si on imagine qu'à un moment donné le writing room doit être en maintenance ou doit être down, les sites ils vont continuer à tourner.
La seule chose qu'on va pas pouvoir faire, c'est publier quelque chose. Mais par contre, on peut servir l'API comme on le fait. Et en fait, on voit que les données sont beaucoup plus dynamiques dans le writing room, moins statiques que dans l'API, mais beaucoup d'updates, bien sûr, et beaucoup de fonctionnalités. Et puis assez peu de personnes qui accèdent. Sur un site même un site à gros trafic, il peut y avoir des centaines ou des milliers de requêtes simultanées sur l'API, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs sur le site. Même s'il y a une grosse équipe, il y a quelques dizaines de personnes qui viennent se connecter au back-office pour rédiger. Donc on n'a pas les mêmes volumes. Et les mêmes types d'utilisation entre les deux choses. Et on peut avoir des maintenances planifiées, on peut même s'arranger avec quelqu'un pour dire, bon bah vous la nuit, on va vous arrêter la writing room un quart d'heure pour la mettre à jour. C'est prévu, ça bloque rien, ça bloque pas leur site web, ça bloque personne en fait. Et en fait, souvent, les décisions de performance à cette échelle-là, pour le système distribué, il faut chercher dans le fonctionnel, il faut chercher dans l'utilisation, il faut chercher dans le concept des opportunités pour trouver des améliorations d'architecture. C'est pas technique, c'est jamais technique en fait. Il faut vraiment fouiller partout dans l'utilisation, regarder comment les utilisateurs ils vont utiliser le service, imaginer, et à un moment donné, on peut trouver en fait ce genre de découplage qui sert pour améliorer beaucoup l'architecture. Alors, on a dit, on va splitter en deux systèmes complètement différents, une API et le writing room. Alors, c'est quoi l'API dans ce cas-là? Bah, l'API, en fait, à chaque fois qu'on va publier, à chaque fois on a un événement de publication. Déjà, c'est quoi un événement de publication? C'est qu'on a fait plusieurs versions, plusieurs changements. C'est-à-dire, on a rajouté plusieurs versions de certains documents, ou rajouté d'autres documents, et on dit tous ces documents, toutes ces versions, on va les pousser en public. C'est un ensemble de changements, comme dans Git par exemple, un ensemble de changements qu'on va pousser en prod. Eh ben, c'est exactement la même chose. On dit tous ces changements, il faut que ça passe en prod. Ben, ça c'est un process. On prend les changements, on les rend index, on fait tout ce qu'il faut pour optimiser cette API, et après, d'une seule action, on le met en prod. C'est-à-dire, on le met, ça devient disponible dans l'API. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut prendre tout le temps qu'on veut pour préparer cette opération. Entre je publie et c'est publié, on a un peu de temps en fait pour préparer, pour indexer, pour optimiser, pour faire tout ce qu'on a à faire. C'est-à-dire en fait on peut imaginer qu'il y a un pont entre les deux systèmes. Il y a le système de writing room et en fait l'API c'est des extractions de writing room. À chaque fois qu'on publie, on fait une extraction, un snapshot en fait dans le temps, un snapshot de ce qui existe dans le writing room et on l'envoie au niveau API qui va le déployer pour le servir. Parce que même si on garde toutes les versions et toute l'historique dans le writing room, dans le back-office, quand on décide de publier quelque chose, c'est une version parmi tous les documents à un moment donné, quoi. C'est un snapshot de N versions du back-office. Si j'imagine qu'il y a plusieurs documents par exemple, et chaque document a plusieurs versions, à un moment donné dans le temps, si je le regarde comme ça, bah, je vois qu'une seule version par document, bien sûr, parce que les autres, c'est des anciennes versions, ça sert à rien de les servir. C'est pour ça qu'on fait une snapshot, et ce snapshot, c'est ça qu'on va livrer à l'API pour le servir. Et à chaque fois, il y a un événement de publication, on va faire cet événement-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en train de fabriquer des snapshots complètement statiques de contenu. C'est statique, ça bouge pas. Un snapshot ne va pas bouger en fait. À chaque fois qu'il y a une autre publication, ça fait un autre snapshot. Mais un seul snapshot ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai par exemple une API à un client qui a beaucoup de requêtes, il a énormément de requêtes, bah, je peux déployer élastiquement le même snapshot sur plusieurs serveurs. C'est quoi déployer le snapshot? Je prends l'index, en fait, le contenu qui est indexé, qui est optimisé, et je le jette dans une machine qui est une GVM, et je le jette dans la machine, je dis bah, tu vas servir telle API, c'est tout. Je peux monter autant de serveurs que je veux, je jette le contenu dedans, je dis tu commences à le servir, il le sert. Il n'a pas besoin de connexion base de données, il n'a pas besoin d'autres choses. Tout ce qu'il a besoin, en fait, c'est une GVM, l'application qui est un jar, et ce paquet de contenu à servir. C'est tout. C'est-à-dire même aujourd'hui, et c'est le cas aujourd'hui, si je coupe toutes les bases de données, tous les systèmes, et je laisse juste ce serveur tourner, il est capable de servir l'API. Le fait quand on dit l'API est disponible, c'est réellement complètement découplé et complètement disponible, peu importe ce qui va arriver dans le back-office, dans les bases de données,
dans les serveurs, voilà, ça c'est On complètement n'a même pas inservable. besoin d'avoir un accès en écriture au disque. Quand on a des serveurs hostés sur le cloud comme ça, c'est vrai que le disque, c'est des disques souvent distants. On a des disques éphémères en général sur les serveurs, et puis des disques vraiment persistants qui supportent les redémarrages des serveurs. Bah là, on n'a pas besoin vraiment d'avoir des disques qui supportent le redémarrage du serveur, on s'en fiche complètement. On télécharge un snapshot, on le décompresse dans un truc temporaire, histoire de pouvoir servir, et on n'a aucune donnée à sauvegarder ou qu'on pourrait perdre là-dedans, quoi. Et s'il y a un problème, je peux tuer ce serveur, lancer un autre serveur et servir l'API depuis l'autre serveur sans problème. Je peux augmenter le nombre de serveurs, je peux diminuer le nombre de serveurs. Tout ça, c'est automatique. Il n'y a pas de problème par rapport à ça parce qu'en fait, grâce à ce découplage qu'on a fait au niveau système. En plus, en fait, en plus de ça, on parle de la performance. Déjà, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? Ok, très bien. En fait, si tu prends, oui, est-ce que si c'était quoi la question? J'ai oublié la question. Si tu modifies Si la je base- modifie si je modifie en fait un document, puis je le publie, je rafraîchis directement ma page. Est-ce qu'il y aura un décalage entre l'action de publication et l'apparition des changements dans la page? Bah en fait non, parce que quand on va publier, quand on va appuyer sur le bouton publish, lui il va dire je suis en train de publier. Et quand il est prêt, il va dire c'est publié et maintenant c'est maintenant que c'est publié. Alors normalement ça prend pas longtemps. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est dans ce genre de système, c'est tu as relaxé une propriété, c'est-à-dire tu as dit OK, bah il y a un événement d'extraction qui va durer peut-être de temps. Mais le fait que tu as accepté sur de choses, c'est-à-dire il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de blocage, ça fait qu'en fait que le système devient beaucoup plus rapide. Parce qu'il relâché, il t'a dit s'il y a un peu de décalage, c'est pas grave. De toute façon, il y a un événement dans l'interface qui va te dire quand c'est prêt. Ok. Et on dit peut-être ça prend une seconde ou deux, mais souvent ça prend beaucoup moins qu'une seconde ou deux, et parce que tu l'as relaxé en fait. La relaxation du système fait que en fait, ça passe beaucoup plus vite. Après, bien sûr, c'est asynchrone, c'est pour ça que ça part, mais il y a un événement à un moment donné qui va arriver vers l'application qui va dire tout va bien, on l'a déployé. On l'a déployé, ça veut dire quoi exactement dans ce système? C'est-à-dire on a packagé le contenu, on l'a distribué au système de stockage distribué, et c'est tout. Maintenant, si tu fais une requête, le système, il va regarder, il va voir qu'il y a de contenu, de nouveau contenu, un autre snapshot à servir, il va le télécharger, et il va le servir. C'est ça exactement qui va se passer. Mais non, il n'y a pas, c'est pas, on fait une publication, on n'est pas sûr si c'était publié ou pas. Non, il n'y a pas ça. C'est un système cohérent. Tu peux le tester toi-même dans l'outil. Et ce qui est intéressant aussi, en fait, c'est, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue? D'autres questions? Oui, merci. L'indexation, il est fait, d'accord. La question, c'est le temps de faire l'indexation, l'optimisation de contenu. Quand je fais la requête, est-ce que je vais attendre beaucoup avant d'avoir le contenu? En fait, toute l'indexation, l'optimisation va être fait à la publication, à l'avènement de publication. Une fois qu'on a fait, ce qui est en réalité, ce qui est fabriqué en réalité, c'est une index Lucene en fait. On va fabriquer une index Lucene, c'est des fichiers hein, après, qu'on va zipper, qu'on va uploader dans S3, et après les serveurs ils vont télécharger sur une requête, ils vont télécharger, ils vont le dézipper, ils vont commencer à servir cette API là. Mais pendant qu'ils n'ont pas servi, ils servent l'autre API bien sûr, l'autre version de l'API. Et à un moment donné, ils l'ont prêt et ils commencent à servir cette API là. La question, est-ce qu'on va pas se trouver un décalage entre deux serveurs qui vont servir le même API si je publie à un moment donné? En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est les serveurs, quand on va recevoir une requête, les serveurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord, la toute première chose, ils vont demander c'est quoi la version actuelle de ce qu'on appelle master de l'API. Si ça n'a pas changé, il n'y a rien à faire. Si ça a changé, c'est-à-dire il faut télécharger la nouvelle version.
Bien sûr, on peut se trouver, il y a un laps de temps très très petit, là où on peut trouver qu'un serveur, il n'a pas encore vu le changement qui est sur S3, mais quand même pour observer un laps de temps sur S3, euh, je pense que c'est le service qui est utilisé par beaucoup de systèmes comme Netflix, comme Dropbox et ainsi de suite. Et il faut pouvoir observer ce laps de temps. Et surtout, c'est les clients c'est le client, c'est le site web qui fait la requête, qui donne l'identifiant de la version sur laquelle il veut faire la requête, en fait. C'est pour ça, en fait, il sait, le client, il sait quelle version il a besoin. Si le serveur ne l'a pas, il va le télécharger. Parce qu'en fait, la toute première chose, le client, ça c'est vraiment le client qui fait le site web. La toute première chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler /API. En fait, /API, c'est quoi? /API, il va dire, maintenant, la version la plus récente, c'est celle-ci. Il va récupérer le hash, en fait, c'est un identifiant de release. Il va dire, OK, maintenant je vais récupérer tel contenu à ce hash-là. Si ça existe pendant le serveur, il va le télécharger. Si ça existe, il va le servir. Et c'est juste... Ouais. La question, c'est est-ce qu'il y a un système, quand on va faire une requête pour récupérer du contenu, est-ce qu'il y a un process asynchrone pour packager le contenu et indexer? En fait, voilà, c'est la question par rapport à comment ça se passe le process de publication. C'est très simple. Je change un document. Mais pourquoi on peut pas le montrer? C'est juste pour pas prendre de temps. En fait, tout simple. Je change un document. Donc je change un document. Je prends celui-là. Bien. Donc je fais une modif. Déjà, je la sauvegarde. Tout ce que je fais, je tape, je sauvegarde, ça n'impacte pas du tout la partie publication. Tu peux montrer l'API après le sauvegarde? Là, en fait... Blog. Parce que c'était pas un blog, c'était un blog que tu as modifié? Oui. Mais bon, là, de toute façon, elle n'a pas changé. C'est quel blog? Reviens. C'est le blog avec les fraises, celui-là. Oui, voilà. Et qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as fait comme modif? 10. Voilà. On voit qu'on a sauvegardé le document, mais on ne le voit pas dans le contenu, parce qu'on ne l'a pas publié. On l'a juste sauvegardé dans le writing room, on fait une version, comme ça on est sûr de ne pas perdre... Je peux regarder l'histoire ici, je sais pas, on voit pas bien les couleurs, mais on voit qu'il y a une version verte ici. La version verte, c'est celle qui est en ligne. Il y a une version bleue qui est en ligne sur une branche, en fait, c'est ce qu'on appelle une release. Et il y a la version orange qui est locale, en fait. Donc maintenant... Alors maintenant, une fois, je me suis dit voilà, c'est pas mal. Là, je vais publier ça directement. Alors après, il y a un process de publication s'il y en a besoin, mais on peut publier directement. Là, je fais publish now, je le publie. Là, il attend un peu, et là, il est publié. Et là, directement, la toute première requête dans l'API va récupérer ce changement-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'événement de publication, on a vu pendant quelques millisecondes, il était en train de travailler. Après, il m'a dit c'est bon, c'est publié. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il a pu mettre à jour deux choses. Il a packagé l'index avec le snapshot inclus le changement que j'ai fait. Il a fait le package. Il a uploadé chez S3. Ça c'est la première chose. Et après, il a changé le ref de l'API de ce repo pour dire la version la plus récente, c'est celle-ci. Une fois qu'il a fait ce travail, il a dit c'est bon, j'ai fini mon travail. Maintenant, si tu fais dans n'importe quel serveur une requête, c'est bon, tu l'as. Quand je clique, ouais. Non, il n'y a pas de risque. La publication, la question est-ce que la publication fait quand la publication est finie, Ouais. tu as la version partout. Quand l'interface rend la main et que ça apparaît en vert, c'est que c'est qu'il existe
sur S3 un snapshot pour cette version. Alors après, quand ça tourne, voilà, c'est quand tu cliques sur un lien, tu vois. Il est en train de faire plusieurs choses, plusieurs étapes. Une fois qu'il a fini, bah là, c'est bon, c'est publié. Ça veut dire que tu dois le trouver partout. Donc c'est là qu'il y a les différentes versions. Là, comme je suis pas logué, je suis simplement sur la version publique, j'ai le droit qu'à une version. C'est la version qu'on appelle MasterRef, c'est ce qui est en ligne. Et si je demande à m'authentifier, voilà, c'est via Auth. Là, j'ai accès à plusieurs refs. Donc plusieurs branches, si vous voulez. C'est comme les branches, et plusieurs timelines en fait de réponse. C'est-à-dire des fois, on peut organiser les changements comme des chantiers de changement. Comme ça, je peux travailler en même temps sur plusieurs choses. Par exemple, il y a un blog post. En même temps, je suis en train de rajouter des produits, mais c'est deux chantiers de changement complètement différents. Ça impacte plusieurs personnes. On peut travailler en parallèle sur plusieurs branches. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce qu'on a dit, c'est que le snapshot, ce qu'on appelle snapshot, il a un ID en fait, un hashcode. Là, ça c'est un ID. Ça c'est l'ID de snapshot. Et ça change pas, ça change plus. Une fois qu'on l'a snapshoté, ça change jamais dans le temps. Et quand on dit ça change plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut le cacher à l'infini. Cette URL va jamais retourner d'autres contenus que ce qu'il a retourné la première fois. C'est-à-dire au niveau performance, un cache infini, ça veut dire il n'y a pas de problématique d'expiration de cache ou d'autres choses. Une fois qu'on l'a récupéré, on peut le cacher en local, on peut le cacher en reverse proxy, on peut le cacher où on veut. C'est cache infini. Je monte ici cette URL de l'API. Je la fais en curl. Donc on voit qu'ici, elle a plusieurs paramètres, dont où est le ref? Non, c'est pas celle-là. Je fais une requête, plutôt, voilà. C'est ça. Donc on voit que dans cette URL, à un moment donné, il y a ref égale, machin, là. C'est l'identifiant du snapshot que je suis en train de requêter. Enlève le dièse. Non, mais je pense qu'il y a un proxy quelque part. Ouais. Bon, il y a un proxy quelque part, je pense, et comme le curl, il l'a pas. Mais je vais regarder ici. Là, on voit que dans les headers, si je zoome, request header, response header, cache control, voilà, ça veut dire cette réponse, tu peux la garder des années de manière infinie, quoi. Parce que la même question donnera toujours la même réponse sur un snapshot qui est figé, forcément. En fait, tous documents sur Prismic.io, ils sont cachables à l'infini, sauf une seule route, en fait, c'est /API. /API contient la vérité, en fait. /API va dire, tout simplement, si tu peux faire la requête /API, tu peux pas le faire dans curl non plus. Non. Tu peux montrer peut-être l'HTML de... Voilà, ah si, bah j'ai peut-être, je sais pas. Donc je la demande en JSON. En fait, c'est l'API qui va donner la vérité par rapport à quelle référence existe dans cette API-là. C'est-à-dire, quand on va faire une publication, c'est ce document qui va changer. C'est le seul document qui va changer. C'est un petit document qui va dire le master, c'est à tel ref. Il faut utiliser tel ref pour le master. Voilà. Tel release à tel ref et ainsi de suite. Il va contenir ces documents-là. Voilà. Et si on fait une publication, on va tout simplement changer le ref qui est ici. Et toutes les requêtes après, ils vont avoir d'autres URL. C'est pour ça, c'est cachable à l'infini. C'est-à-dire, il y a un seul document à pas cacher, c'est /API, c'est pas caché. Et c'est le seul document qu'il faut optimiser à fond. Tout le reste, c'est cachable à l'infini. Donc il est caché chez nous, mais on le sert hyper rapidement. Et ça peut être aussi caché de l'autre côté. Et ça répond à une autre question. En fait, quand on fait de la gestion de contenu avec un service SaaS, avec de l'API, c'est toujours la question de latence. Parce qu'ici, toujours le contenu est loin de moi, de mon serveur ou de mon site. C'est-à-dire, à chaque fois, je veux payer le prix de latence entre mon serveur et le site.
Ben, en fait, dans ce cas-là, non, pas du tout, parce qu'en fait, tout le contenu, je peux le cacher à côté, et je fais plus les requêtes. Je fais une seule requête à chaque fois, c'est de temps en temps, je fais la requête slash API pour vérifier s'il y a des changements. Et s'il n'y a pas de changement, j'ai tout en local, je peux plus, je peux ne pas faire le reste des requêtes. Et ça, encore une fois, en fait, c'est On voit grâce à rien. cette architecture qui est organisée par Release qui nous a permis de faire ce genre de gestion de cache assez fine et assez intéressante pour une API comme ça. Parce que un système, un service basé sur une API qui fournit pas des bonnes propriétés de cache des appels, c'est simplement pas utilisable. On peut pas avoir la latence des appels entre serveurs, entre data centers, si on n'est pas capable de Ce qui cacher. même en fait, même si on peut faire en sorte que la réponse est 100 millisecondes ou même moins, des fois on fait une seule page. Dans ce genre d'approche, il faut faire plusieurs requêtes, peut-être 4, 5, 6 requêtes. Même si c'est vraiment petit, à un moment donné, on multiplie par 6, on multiplie par 10, ça va faire des secondes. Et les secondes, c'est jamais, c'est inacceptable à tous les plans, pour les utilisateurs, pour les SEO, pour tout en fait. Ouais. Alors maintenant, on va partir sur l'autre côté. En fait, ça c'était quelques aspects de ce qui existe dans l'API. On va partir sur le backend qu'on vient de voir, en fait, le Writing Room. Alors, c'est quoi le problème de Writing Room? C'est qu'on a beaucoup de données. On a beaucoup de données parce que les données c'est du texte, parce qu'on garde toutes les versions et parce qu'on encourage les gens à forquer entre guillemets des exemples de repositories de contenu qu'on a. Et ça, on veut vraiment l'encourager. Donc les gens, ils arrivent, ils écrivent pas simplement un petit texte à eux, mais ils peuvent copier, cloner un repo d'exemples qui contient déjà des tas d'articles avec toutes les versions associées. Et ça, ils peuvent le faire plusieurs fois pour explorer plusieurs exemples avant de trouver quelque chose qui corresponde à ce qu'ils veulent. C'est-à-dire aujourd'hui, en réaliser. fait, un utilisateur qui va s'inscrire pour Prismic.io, c'est pas ouvert encore, mais c'est un private beta, mais en fait, il va pouvoir forquer ce qu'on appelle les bonnes choses repo. Les bonnes choses repo, c'est un repo d'exemple qui contient le repo de contenu, en fait, avec des macarons, des cupcakes et compagnie, et aussi un site web qui est développé en plusieurs technologies, en Java, Scala, PHP, JavaScript, PHP, Python, voilà, toutes les technologies. Et ça sert comme un exemple parce que s'il faut apprendre comment utiliser le Writing Room et l'API, bah, il faut voir un exemple concret. C'est-à-dire n'importe quel utilisateur de nos utilisateurs, la toute première chose qu'on veut encourager, c'est forquer les bonnes choses. Forquer les bonnes choses, ça veut dire forquer tout le contenu de les bonnes choses. Et C'est sa propre version. Il peut faire des modifs, tout casser chez lui, quoi. C'est pas un exemple en ligne. est-ce qu'on peut faire des branches? Alors, on peut par exemple imaginer qu'il y a les bonnes choses. Après, les gens, ils vont appliquer des modifications à eux. Mais en fait, quand on va voir pour une architecture un peu SaaS de telle manière, une séparation entre les données de chaque utilisateur est super importante. C'est-à-dire, et ça pose beaucoup de problèmes si on partage des données entre les utilisateurs, même si c'est des refs immutables en fait. C'est pas seulement au niveau sécurité. Il faut pas juste imaginer le côté sécurité. Il y a aussi le côté gestion d'opération dans le site. C'est-à-dire quand je suis en train de migrer une repo, imaginons que j'ai changé l'API ou j'ai changé les structures ou j'ai changé les données. J'ai un process de migration. Savoir quand je migre tel repo, ça impacte quel utilisateur, ça va être super lourd. Parce que s'il y a énormément de forts partout, ça va impacter énormément d'utilisateurs. Alors, la question, si par exemple il y a un cas d'utilisation super important, si je veux faire l'A/B testing, bah, aujourd'hui on a un système, le système de branche qui est à l'intérieur de repo, pas en fait, on l'utilise pas quand on fork les bonnes choses, mais plutôt on l'utilise pour tout ce qui est en fait à l'intérieur de repo, on peut faire plusieurs branches de contenu et ça peut servir pour l'A/B testing. C'est-à-dire je peux faire deux blog posts, c'est le même à peu près, mais avec des modifications et demander à l'API de servir l'un ou l'autre par rapport à certaines conditions pour faire de l'A/B testing. Ça existe. Par contre, là, de quoi on parle? On parle vraiment de forker, Cloner. cloner carrément un repo pour Ouais. un autre utilisateur. Donc Je il a peux- sa copie, il peut la modifier, il fait ce qu'il veut. Et ça grossit vite du coup. Et on s'est rendu compte. Alors ça grossit vite, ça veut dire que la base de données, elle devient très grosse.
Et quand on la regarde bien, on se dit c'est quand même dommage parce que sur cette base de données, il y a quand même 80, comme c'est des versions, on modifie jamais rien, on ajoute des versions les unes après les autres, on dirait qu'il y a 95% des données qui sont immutables en fait, qui bougeront jamais, qui sont que des données sur lesquelles on ajoutera mais on modifiera jamais. Et par contre, on a une énorme base de données comme ça, au niveau des opérations, on a plein de choses à faire. C'est une énorme base de données à gérer. Quand on la backup, il faut backuper la grosse base de données. Quand on veut la restaurer ou la migrer, il faut restaurer ou migrer la grosse base de données. Enfin, Parce qu'en fait, quand on dit une seule base de données, ça veut dire quoi? Par exemple, on va imaginer, peu importe SQL ou non SQL, c'est la même chose. C'est la même chose. On peut imaginer une seule table qui contient, qui est là pour tous les utilisateurs. Ça veut dire, on va trouver les documents de tous les utilisateurs. Si c'est un MongoDB, on va trouver une collection qui va contenir les documents de tous les utilisateurs. C'est la même chose. Quand je vais faire une opération de migration de données, parce qu'en fait, dans le code, j'ai dû changer quelque chose et je dois faire une migration. Soit je fais des scripts super optimisés pour que je fasse un utilisateur à la fois, c'est super dur hein, parce qu'il faut filtrer que les documents pour un utilisateur, c'est-à-dire il faut faire des recherches, trouver les identifiants et après appliquer ça. Soit il faut passer pour tous les utilisateurs et ça veut dire arrêter tout le système, faire la migration, remonter le système. Ce qui est intéressant en fait dans un système comme ça, SaaS, c'est pouvoir migrer le repo de Guillaume, le repo de les bonnes choses, le troisième repo et ainsi de suite. Je peux même migrer le repo de Guillaume, regarder si ça se passe bien, et si ça se passe bien, bah, je migre 10% de mes utilisateurs. Si tout va bien, bah, je migre 50, et à un moment donné, je migre 100%. Il faut une maîtrise en fait sur la migration. C'est-à-dire, en fait, la première chose qu'on a compris, c'est il faut essayer d'isoler en fait les repositories. Il faut vraiment que chaque repo soit séparé, comme ça on peut faire n'importe quelle opération sur le repo sans impacter les repos des autres personnes. On peut expérimenter sur nos repos, sur des repos qu'on maîtrise bien. Avant, on peut déployer certains features. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, la version qu'on a vue tout à l'heure, l'interface par exemple, c'est un prod. Aujourd'hui, c'est un prod. Mais les utilisateurs, ils ne le voient pas. Parce qu'en fait, c'est déployé pour certains utilisateurs, pas pour d'autres. Parce qu'on a ce genre de séparation de repos. Mais une autre chose à vraiment bien observer dans le Writing Room, il faut voir ce qu'on appelle usage patterns. Comment les patterns d'utilisation de repos. Alors, si en fait on regarde, on a vu l'API, il y a beaucoup de requêtes, tout ça, on a essayé d'analyser les patterns d'utilisation. Si on regarde le Writing Room, c'est quoi le pattern d'utilisation? C'est un utilisateur, il a besoin de faire des changements sur son repo, il va se loguer, il va travailler pendant quelques temps, après il va arrêter, il va aller faire autre chose ou travailler sur d'autres repos. Pendant ce temps-là, le repo, personne ne le touche. Hein, même si on a beaucoup d'utilisateurs, à un moment donné, le repo, il est là. Parce qu'en fait, la gestion de contenu, c'est quoi? C'est qu'il y a des modifications à faire. Une fois qu'on a fait les modifications, ça va rester quelques temps avant refaire d'autres modifications. C'est-à-dire le pattern d'utilisation, en fait, il y a deux choses. Il y a vraiment le pattern de la fréquence d'utilisation. Il y a une fréquence, par exemple, on va faire des modifications tous les jours ou tous les heures, mais c'est pas de travail contenu. Même si je suis toujours connecté sur le Writing Room, je suis en train de travailler, c'est-à-dire je suis en train d'écrire de texte. Et pendant que je suis en train d'écrire de texte, je suis pas en train d'interagir avec l'infrastructure. C'est-à-dire, vite fait, on peut comprendre en fait que le pattern d'utilisation, c'est vrai que c'est fréquent, mais c'est pas contenu. On n'est pas en train de solliciter le serveur en contenu. Ok? Et surtout, il y a beaucoup de repos, par exemple les repos d'exemple. Je le fork une fois, j'apprends, je comprends tout, mais à un moment donné, je n'ai pas besoin d'y aller tous les jours. De temps en temps, je vais expérimenter quelque chose avec, mais souvent, en fait, ça va être mis à côté. Mais si je traite ce repo-là comme les autres repos de prod, à un moment donné, j'aurais un problème, parce qu'en fait, si je montais tout dans une seule base de données, avec toutes les repos qui existaient, chaque utilisateur, il va forker 3 exemples, et 3 exemples qu'il va jamais utiliser, et 3 repos qu'il utilise réellement, on aura un problème de taille de données. Ce qu'on peut faire, en fait, dans ce cas-là, par rapport à cette analyse de pattern d'utilisation, c'est dire, OK, bah, ce que je peux faire, au lieu organiser mes données avec une base de données géante, je fais une base de données par repo. Carrément une base de données par repo. Et si l'utilisateur n'utilise pas son repo, qu'est-ce que je fais? Après un timeout, ou une heure, ou un jour, ou un mois, je ne sais pas, c'est à déterminer, je peux prendre ce repo, le packager, c'est-à-dire les IP, et le mettre quelque part. En gros, je le backup quelque part,
Et en fait, tout ce qu'il faut pouvoir faire, c'est quand je le récupère depuis le backup, il faut que ça soit super rapide. Quelques secondes, je dois être prêt à servir ces requêtes. Si je peux garantir ça, si je peux garantir que c'est vraiment le temps de chargement d'une base de données qui est backupée est super rapide, dans les secondes, je peux prendre n'importe quel repo et le backuper. C'est-à-dire, je ne vais pas occuper les serveurs en contenu avec des repos qui ne sont pas utilisés. Je peux prendre n'importe quel repo qui n'est pas utilisé et surtout, j'ai pas besoin en termes d'opération, par exemple, de backuper tout le monde, parce que forcément, un truc qui a été backupé hier et qui n'a pas été rechargé depuis, et donc qui n'a pas été modifié, bah, il est backupé, quoi. Il n'y a pas une modification. Je suis obligé de passer toutes les nuits et de backuper les 30 gigas de données, dont 29,9 gigas n'ont pas bougé. Il n'y a pas un process, on va backuper telle table ou backuper telle base de données, c'est-à-dire on va faire énormément de requêtes, voilà, je prends le repo. En fait, je peux le faire. On fait les backups en contenu, c'est-à-dire j'ai un repo par exemple, les bonnes choses qu'on a vues, et il a fait assez de commandes pour être backupé. On considère par exemple, soit je sais pas, un exemple comme ça, 10 commandes, c'est-à-dire 10 modifications ou moins, mais après 1 heure. Voilà, c'est soit après 1 heure, soit après 10 commandes, on fait un backup, mais seulement pour ce repo-là. C'est-à-dire les repos qui n'ont pas de modification, ça sert à rien d'aller copier ces données, ils sont copiés. C'est-à-dire le process de backup, il est aussi contenu, il est dans le process de backup, c'est aussi dans le code de production. C'est dans le code de production, il y a un process qui est tout le temps là, qui regarde, ok, il y en a assez de commandes, maintenant il faut backuper, sinon on perd des données, et il va faire le backup pour ce repo-là, et pas pour les autres, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que la prod utilise ses propres backups. Un des problèmes souvent qu'on a avec les backups, c'est que c'est des backups qu'on n'utilise jamais. Et en cas de vrai problème, on se retourne vers les backups, on essaye de les remonter. Et c'est là qu'on se rend compte des problèmes qu'on a avec les backups. C'était mal backupé ou il y avait un souci. Là, le fait que la prod elle-même, le backup fasse partie de l'opération quotidienne de gestion de la base de données, fait qu'on est sûr qu'on a toujours un backup viable. Et ensuite, il suffit de garder N versions du backup sur 7 jours glissants, puis un mois, puis voilà. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est quand on va archiver un repo et le retélécharger, on est en train de tester le backup en même temps. C'est pour ça qu'on est sûr que les backups, ils sont toujours utilisables parce qu'ils sont utilisés tout le temps. Après, il y a énormément de choses qu'on peut tirer de ce genre de système, en fait. Mais bon, voilà, ce qui est lié à la performance, c'est ce qu'on a expliqué, mais il y a pouvoir, en fait, lier l'architecture au fonctionnel, ça apporte énormément de fonctionnalités. Et c'est ça la réflexion qu'on a menée par rapport à Vroom. Et on voit, voilà, on a énuméré quelques fonctionnalités, mais il y en a, par exemple, la migration de données, ça va nous aider énormément dans la migration de données. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au déployer plusieurs versions de l'appli pour plusieurs repos. Faire de A/B testing de features, ça c'est super simple parce que je peux maintenir 2 systèmes sans problème. La manière dont on indexe les données, comme on a des utilisateurs en plusieurs langues, la manière dont on indexe les données n'est pas forcément la même pour un repo et pour un autre. Voilà. Parce que c'est des langues différentes. Et avoir une seule base de données, c'est souvent avoir une seule manière d'indexer les données, quoi. Et c'est ça qui est un peu... Alors maintenant, on va passer à une autre partie. Ouais, bah ça c'était vraiment la grosse partie sur l'architecture, les vrais problèmes d'architecture qu'on a. Derrière, on a choisi des composants techniques pour mettre ça en œuvre. C'est pas les composants techniques qu'on fait notre architecture, on a fait l'architecture et ensuite on a mis en place des composants techniques. C'est-à-dire en fait n'importe quel composant technique qu'on utilise ici, on peut le changer pour un autre composant et ça va fonctionner pareil. C'est pas ce qui est important, c'est pas le secret en fait dans l'architecture. On va énumérer plusieurs, mais on va voir que voilà, on peut trouver d'autres technologies qui vont pouvoir faire la même chose. Donc effectivement, comme framework développement web, on utilise Play Framework. Avec le langage Scala, il n'y a rien de particulier là-dessus. Une des propriétés vraiment importantes de Play, qui nous tient à cœur, c'est le fait que c'est un vrai framework HTTP qui permet de faire des applicatifs complètement RESTful. Je crois que l'API est complètement RESTful et l'applicatif web, la variety room également est complètement RESTful et qui est entièrement stateless, qui nous permet d'avoir autant de nœuds qu'on a besoin que ce soit de l'API ou de la variety room. Et que voilà. Et surtout en fait, c'est pas compliqué en fait. Il va pas nous poser des contraintes d'utilisation. Il fait rien, il fait juste HTTP, il nous laisse gérer tout le reste.
Il y a pas, il nous impose pas des règles de développement. Il est complètement agnostique par rapport à ça. Après, on utilise Scala comme langage de programmation. On aurait pu utiliser d'autres langages aussi. Ben, ça aurait pu faire plus ou moins le même résultat. C'est juste en fait Scala comme un langage de programmation fonctionnelle, ça nous aide à faire certains complexité de code. On peut l'exprimer d'une façon beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, ça ne veut pas dire d'une seule ligne, parce que ça c'est beaucoup plus complexe. C'est vraiment avec plusieurs lignes, mais avec sans réécrire quelque chose qu'on écrit tout le temps. Voilà. C'est pour ça. Et comme on a beaucoup d'opérations de données, beaucoup d'opérations de parsing de données, énormément d'opérations de copies, de fichiers. En fait, Scala comme langage de programmation fonctionnelle, ça va nous aider dans ce genre de tâches pour que le code soit quand même assez maintenable, même s'il y a autant de complexité. Et surtout, c'est un langage qui a un système de type très sophistiqué qui nous permet d'exprimer la plupart de notre fonctionnel dans le système de type, ce qui nous permet d'avoir assez confiance dans notre base de code pour pouvoir itérer rapidement et refactorer très fréquemment avec un compilateur qui est derrière nous qui vérifie ce genre de changement. Et vraiment, il y a plusieurs situations. Si on n'avait pas un compilateur aussi puissant statiquement typé, on aurait pu avoir des problèmes en prod. Même si on teste. Voilà. Ensuite, alors là, justement, on vient de parler d'un truc. On part d'une énorme base de données à une base de données multitenante. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire en ce moment. La base de données principale qu'on a pour tout ce qui est données un peu utilisateur, référentiel et tout, c'est MongoDB. Alors, il n'y a rien de spécial qu'on utilise dans MongoDB. On aurait pu utiliser un SQL, une base de données SQL ou autre. C'est juste, on a un cluster de MongoDB qui est repliqué et là, on stocke des documents. Alors, on stocke des documents. Ce qui est intéressant quand même dans MongoDB, c'est comme on peut aimer ou pas, mais c'est comme le Rails de développement web, c'est-à-dire comme le MySQL de SQL. C'est-à-dire il y a vraiment, c'est une simplicité d'expérimentation. Au début, on a une application à faire, on ne sait pas à quoi ça va ressembler la base de données, à quoi ça va ressembler la table, on ne sait pas. Vraiment, on n'en sait rien. Et on peut commencer avec un truc vraiment vite fait avec MongoDB, on peut expérimenter avec les idées. Donc on fait pas de migration de schéma sur la base aujourd'hui. On peut en faire avec Mongo. Aujourd'hui, on n'en a pas fait parce que le fait d'avoir une base de données sans schéma permet de gérer le schéma dans l'applicatif et donc d'avoir des versions d'applicatifs qui gèrent les schémas de manière backward compatible. Et donc, on n'a jamais eu à arrêter la base un jour pour faire une migration de schéma qui aurait arrêté la base pour faire une évolution logicielle. Bien sûr, gérer le schéma dans l'application, ça va poser d'autres problèmes, mais c'est pas dans le contexte de cette présentation. Mais le choix de le gérer dans l'application, au moins pour bootstrapper dans une application vraiment une startup, là, on a besoin d'expérimenter des fonctionnalités, d'avancer, d'évoluer la base. C'est vraiment super agréable à utiliser. Après, bien sûr, on va utiliser quelque chose qui va nous servir comme cache, surtout cache distribué. C'est quelque chose qu'on va utiliser pour améliorer la performance de l'API, par exemple. Même si on coupe aujourd'hui, si on coupe Redis, l'API va continuer à fonctionner de la même façon. C'est juste, on essaye de cacher certains. Et dans le back-office, on utilise aussi beaucoup de cache. On calcule beaucoup de diffs quand on fait des modifications de documents. C'est des choses qu'on ne veut pas forcément garder de manière durable. On les garde en cache pour accélérer les. Si on demande 2 fois le même diff, par exemple, on ne le recalcule pas 2 fois. Mais c'est vraiment du cache qu'on peut se permettre de perdre à tout moment. On utilise Redis. Là, pas spécialement pour des fonctionnalités de Redis, parce qu'on utilise assez peu de fonctionnalités, même s'il y en a beaucoup. On l'utilise vraiment comme un cache clé-valeur. Aujourd'hui, si on redémarre un Redis, ou on perd la machine, ou on perd le disque, il n'y a rien qui se passe. On peut monter un autre et ça se passe de la même façon. On utilise Nginx comme reverse proxy. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait besoin d'avoir une couche de reverse proxy qui était intelligente. Comme on a expliqué avant, c'est plusieurs clusters. Donc aujourd'hui, un cluster qu'on appelle stable et un cluster qu'on appelle expérimental. Donc en fonction du client, on va le router soit sur l'un, soit sur l'autre. Ouais. Et ce qu'on fait, en fait, on utilise un Nginx et un module dans Nginx pour pouvoir écrire le code qui va décider applicativement par rapport à un utilisateur sur quel cluster il va aller.
Donc avant, on utilisait des reverse proxy plus classiques, mais quand on a avancé, on a eu besoin d'avoir ces clusters avec différentes versions de l'applicatif. Là, on n'a pas d'autre choix qu'avoir un cluster un reverse proxy applicatif, qui a de l'intelligence pour pouvoir décider où envoyer un client particulier. Et en termes, c'est vrai on n'a pas 50 000 composants techniques dans notre infra, on est assez conservateur quand même. On utilise Lucene beaucoup pour tout ce qui est indexation d'API. Tout ça c'est très statique, c'est des index Lucene qui sont zippés, qui sont déployés partout. En fait, il faut savoir que le SYN, c'est peut-être une des meilleures API ou librairies qui existent sur la GVM. C'est vraiment une ingénierie qui n'existe pas beaucoup sur tous les plateformes qui existent en fait de développement. C'est une index de recherche très sophistiquée. Et ce qu'on utilise en fait, c'est vraiment très peu de Lucene, mais Lucene contient beaucoup plus. Par exemple, il y a même des entreprises en entier qui buildent leur business au-dessus de Lucene, comme par exemple Elasticsearch et compagnie. Parce que vraiment, ça peut servir pour faire de full text search, mais ça peut servir pour indexer. On peut l'utiliser pour stocker. On peut l'utiliser pour faire de certaines choses de data mining, par exemple. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec Lucene. Je pense qu'ils n'ont pas prévu tout ce genre de cas d'utilisation, mais ils ont un telle performance qu'on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Et surtout, quand on cherchait la robustesse, la simplicité, c'est vrai que c'est un composant qui demande juste des fichiers statiques. En lecture seule, même pas besoin d'avoir un BD, c'est pas un serveur, il n'a pas besoin d'être démarré, c'est une API, on le prend vers les fichiers, on les load, et les caches, ils sont super malins dans le cache, c'est-à-dire au début, il y avait en fait, c'était caché dans la JVM, ce qui est pas super. C'est pour ça que personne n'utilisait les trucs dans le mémoire. Aujourd'hui, il cache dans le il laisse le S caché en fait. Il laisse le S caché en fait, parce que le S il va cacher les fichiers, il va cacher certaines pages des fichiers. Lucene il fait rien, il délègue à l'OS de faire ça. Et c'est ça qui fait en fait que tout le cache des index Lucene, qui est super efficace quand même le cache de Lucene, ça se base sur en fait c'est délégué à l'OS. En fait il aime map les fichiers, donc il les monte comme une zone mémoire, et c'est l'OS après qui optimise pour monter dans son cache. Tout ce qui est fréquemment utilisé, il va le monter, le reste, il va le dégager. Et surtout, en fait, ça va pas remplir le heap de Java. Il met rien dans le heap de Java. Il vient avec certaines structures, mais c'est vraiment minime par rapport à ce qui existe dans. En fait, on peut imaginer Lucene comme une grosse map, une grosse hash map par exemple, qui contient des lettres, des termes et tout ça. Et il y en a plein de ce genre de maps avec des maps imbriquées, et c'est comme ça qu'il fait en fait pour chercher les données. Ensuite, on a un cluster Zookeeper, Bookkeeper qu'on utilise pour certaines synchronisations de notre système ou pour loguer certains. Alors Zookeeper, c'est simple, c'est juste un système distribué qui est très très utile pour la synchronisation. C'est-à-dire quand on a plusieurs serveurs qui doivent parler entre eux pour être d'accord sur certaines choses, par exemple élire un master ou faire un queue distribué, ou avoir un compteur, ou avoir un lock mutualisé utilisé sur plusieurs serveurs. Tous ces genres de choses, Zookeeper il le fait très bien sur un système distribué. C'est pour ça, c'est un composant qui apporte ce genre de synchronisation. Et on en avait besoin, par exemple, pour synchroniser qui est en train d'écrire dans telle base de données et sur quel serveur on va monter la base de données. Et après, il y a Bookkeeper, qui est un composant qui utilise Zookeeper derrière. Et vraiment, c'est bien en fait de réfléchir à l'architecture comme des composants comme ça qu'on va avec des sémantiques très cohérents, très clairs. C'est pas c'est pas une usine à gaz, c'est pas un WebSphere, je sais pas quoi, qui essaye de faire tout. C'est vraiment des petits composants qui ont des sémantiques très claires. Moi, je fais la recherche, Lucene. Moi, je fais la synchronisation, c'est Zookeeper. Ou moi, je fais un journal de log, Bookkeeper. Il dit, moi, je fais pas grand chose. Tu me donnes des logs, des commandes, des commandes de base de données. Moi, je vais te loguer tout ça. Et surtout, je vais le repliquer pour que tu perds jamais les données. C'est-à-dire, si tu perds un serveur sur 3, tu vas trouver quand même tes données, ils vont pas être perdus. Et ça va être super scalable, même si c'est distribué, ça va être super scalable. Voilà, il regarde la problématique de distribution et scalabilité des logs. Et il se base sur Zookeeper pour synchroniser ces opérations. Vraiment, c'est un composant qui utilise derrière Zookeeper.
Et ImageMagick, mais ImageMagick c'est tout ce qui gère la manipulation d'images côté serveur. Hein. Quand vous retaillez une image, vous avez un éditeur dans votre navigateur, mais c'est simplement un espèce de... Ça fait pas vraiment l'édition d'image. Derrière, ça envoie les informations au serveur qui modifie les images en utilisant ImageMagick. Et là, on l'appelle depuis Java, mais on l'appelle vraiment en tant que process. On lance un process ImageMagick Unix et on attend qu'il se déroule, et puis quand il rend la main, voilà, c'est fini. Rapidement, quelques notions de performance qu'on a sur le front-end, sur la partie web app. Vous avez vu que notre Writing Room, notre back-office, c'est une énorme web app, une énorme application client-side. Si vous regardez un petit peu, vous allez voir que ça ressemble à une single page web app. Ça veut dire que tout, ça ne recharge jamais vraiment la page. C'est entièrement en Ajax, entre guillemets, et entièrement fluide. Mais c'est pas la manière dont on a approché... et ça, c'est notre expérience de manière globale sur l'architecture d'application qu'on a chez Angularity. On l'a pas approché comme un énorme truc, une énorme single page web app avec un énorme JavaScript qui tient un seul fichier. Mais c'est vraiment, si vous regardez, il y a un container avec un menu et puis des panneaux comme ça. Et chaque panneau a son propre cycle de vie qui est l'équivalent d'un cycle de vie d'une page que vous pouvez avoir dans une application web classique. C'est-à-dire les pages, elles sont chargées dans des panneaux, puis elles sont déchargées quand le panneau disparaît. En fait, c'est vraiment comme une application web classique. C'est une application web classique, sauf en fait, il y a une optimisation côté front-end pour charger les pages dans des panneaux au lieu de les charger juste dans le navigateur. C'est-à-dire quand on clique sur un lien, au lieu d'enlever complètement la page et faire l'autre page, bah, on ouvre un panneau avec la page. On peut vraiment imaginer l'architecture de telle façon. Et derrière, en fait, l'URL va s'adapter par rapport à ça. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, je prends l'URL, je ferme l'onglet, je le rouvre et je mets le lien, je regarde, je vois exactement ce que j'avais avant de le Surtout, je peux prendre l'URL, l'envoyer à un collègue qui travaille sur le même back-office, et lui, il va voir le même document dans le même état que moi, et ça, c'est intéressant. Et vraiment, c'est ça l'idée de l'architecture. C'est des pages web, mais c'est optimisé pour charger dans des panneaux. En termes de performance, c'est important parce que le vrai problème des single page web apps, c'est que ça leak de partout. Vous savez, on met à jour des bouts de DOM un petit peu de manière anarchique. Le truc, on recharge jamais le container, le browser. Mais bon, plus on le laisse ouvert, plus finalement on commence à leaker des bouts de DOM ou des bouts de JavaScript un petit peu partout et l'application devient de moins en moins responsive. Donc là, l'idée de ces panneaux vraiment qui s'ouvrent et qui se déchargent, c'est vraiment que quand on ferme un panneau, derrière, on jette tout le HTML, tout le JavaScript associé. Exactement comme ça se passe dans le navigateur normal. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on n'a plus besoin d'une page, on le jette. C'est la même chose. Parce qu'en fait, si on fait pas ça, à un moment donné, on va trouver avec une zone mémoire super remplie avec tous les éléments qu'on a chargés dans tous les panneaux qu'on a ouverts. Après, en termes d'optimisation des assets, donc tout ce qui est fichier statique, de manière classique, on a essayé d'avoir un seul JS et un seul CSS, mais du coup qui sont énormes. Donc c'est tous nos JS et CSS côté serveur sont minifiés et gzippés dans un seul fichier qui est téléchargé une seule fois. Et ça fait tourner l'ensemble du back-office. C'est des fichiers qui sont énormes, qui doivent faire quelques mégas. Et du coup, pour ne pas avoir à les charger à chaque fois, ils sont mis cachés à l'infini, et dans l'URL, ils sont signés avec le hash de la version de l'application qui est en cours. Donc nous, on utilise simplement notre hash du commit Git sur notre repo de prod. Et donc ça veut dire que pour une même version de l'applicatif, vous allez télécharger une fois le CSS et le JavaScript, et puis quand vous allez revenir, vous ne téléchargerez plus jamais. Alors, ça peut être aussi mis en cache par des reverse proxy entre vous et nos serveurs. Donc ça c'est très classique. Ça veut dire aussi qu'à chaque redéploiement, on change notre numéro de version, donc on invalide ces anciens CSS et JavaScript, et on retélécharge à chaque déploiement de notre côté une nouvelle version de ces JavaScript et ces CSS. Alors il y en a qui trouvent ça pas forcément efficace parce que du coup on retélécharge tout à chaque fois, mais bon sincèrement par expérience c'est très difficile sans invalider tout ce qui est JavaScript et CSS sur une applicatif web, d'être sûr qu'il ne va pas y avoir des incohérences avec des vieilles versions de JavaScript et de CSS qui vont entrer en conflit avec les nouvelles modifications. C'est pour ça qu'on préfère ce truc très simple, c'est-à-dire on cache à l'infini tous nos assets statiques, images, fontes, icônes, mais à chaque fois qu'on déploie, tout le monde repart à zéro avec une nouvelle version de notre code. Et vous avez vu qu'il y a pas mal d'effets graphiques dans le back-office. Tout simplement, c'est fait avec des CSS Transformation et CSS Animation. Et donc,
sur la majorité des plateformes, ils vont être accélérés par le matériel. C'est-à-dire, en fait, pas de JavaScript. Il n'y a Ouais. pas de JavaScript pour tout ce Il y qui est a- animation, tout est fait par le CSS. Mm. Le CSS, c'est quoi? C'est déclaratif, c'est-à-dire, il va dire juste il va dire juste à un navigateur, moi j'ai besoin d'animer ça de telle façon. Après, le navigateur, il va dire, OK, moi je sais parler avec la carte graphique, je vais plutôt déléguer à la carte graphique, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Donc du coup, ça accélère, et surtout si on arrive sur une plateforme qui n'a pas d'accélération matérielle pour une raison ou pour une autre, et donc qui ne supporte pas les animations CSS, bah, tout simplement il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas un espèce de code JavaScript derrière qui va essayer de détourner quand même et mettre la machine à genoux, c'est simplement qu'il ne va pas y avoir de transition et les panneaux ils s'ouvrent directement. Aujourd'hui, on peut tourner, en fait, il y a un simple check en fait dans l'application. S'il y a pas d'animation CSS, bah, l'application va continuer à fonctionner. C'est un peu moins joli parce qu'il n'y a pas toutes les animations. Voilà. Pour finir, la manière dont on héberge tout ça aujourd'hui, donc ça pareil, comme on est vraiment dans la manière de fonctionner très start-up, on apprend beaucoup, on évolue beaucoup, on a besoin de beaucoup de flexibilité. Aujourd'hui, la plateforme entière est hébergée sur Amazon Web Services, sur leur zone US à l'est. On utilise essentiellement, alors Amazon Web Services, il y a beaucoup de services. Aujourd'hui, on utilise essentiellement EC2 pour nos serveurs et S3 pour notre stockage. On utilise beaucoup S3. Stockage à la fois interne pour nos backups, nos snapshots, tout ça, et à la fois externe pour servir les images des sites web. Et voilà. Et puis, la seule autre chose qu'on utilise, c'est les ELB. Donc, c'est les reverse proxy devant notre architecture. Mais comme on a notre propre couche de reverse proxy intelligent qui route de manière applicative, on utilise simplement les ELB pour gérer le SSL. Ça veut dire le SSL, le cryptage, décryptage SSL, puisque que ce soit l'API ou le back-office en SSL, tout est fait par le LB. Ça permet d'optimiser parce qu'au lieu de le faire de manière software sur Nginx, c'est fait sur du matériel chez Amazon, sur du matériel dédié, quoi. Surtout en fait, avant de finir avec le côté Amazon, en fait, il y a deux modes de travail. C'est-à-dire, il y en a souvent des gens qui vont dire, on va essayer de tout héberger chez nous, on va monter des serveurs, on va faire un data center et tout ça. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment une course aux fonctionnalités. C'est-à-dire, aujourd'hui, on lance Prismic.io. Dans quelques semaines, il y aura une autre entreprise qui va lancer un truc soit similaire, soit exactement le même, et va essayer de faire plus de features. Si on va passer notre temps à faire le déploiement, les serveurs et tout ce genre de gestion, déjà ça coûte super cher ce genre de gestion. Et surtout, on a besoin d'être super dynamique. C'est-à-dire, à un moment donné, on va expérimenter avec une fonctionnalité, on monte un serveur, on voit que c'est pas bon, on va pouvoir tuer le serveur et plus l'utiliser. Rajouter des serveurs, enlever des serveurs, changer la façon de déployer, c'est super important pour un mode startup là où on va vraiment, encore une fois, c'est la course à la fonctionnalité. Tout le monde essaye de gagner la course pour convaincre les utilisateurs. Un mode statique avec des machines, ça peut pas correspondre. Bien sûr, il y a un mode après, une fois que c'est une société super bien établie, on va essayer, peut-être à un moment donné, ça fera de sens d'optimiser les coûts et chercher des serveurs moins chers. Mais aujourd'hui, Netflix tourne avec tout ce qui tourne, tout est chez Amazon. Tout est chez Amazon pour une raison importante. Ils veulent pas prendre le temps à faire ce genre d'opération. C'est fait déjà par quelqu'un. Il faut plutôt prendre le focus et pour donner des futurs, lancer dans d'autres pays et ainsi de suite. Ouais, surtout, il y a plein de choses qu'on serait incapable de faire nous-mêmes. Enfin, typiquement, faire S3, c'est très compliqué, quoi. Si on veut avoir la même qualité de service que ce qui est fourni via S3 en tant que service chez Amazon, c'est pratiquement impossible à faire. En fait, on pourra prendre une base de données qui donne plus ou moins les mêmes propriétés, comme Rayak, mais après, il faut l'héberger sur X serveurs, Enfin, X zone, X-Data X zone, X data center, être sûr que tout le temps c'est repliqué sur tous les serveurs. Il y a énormément de choses à faire pour garantir le moindre de qualité qui donne ce genre de service. Parce que donc on est vraiment sur 3 data centers en même temps, ce qu'on appelle chez Amazon les availability zones. Donc c'est des data centers totalement séparés de manière électrique, réseau, tout ça. Et donc par exemple notre Mongo, bah, on a un Mongo sur chaque data center, on a un web sur chaque data center, on a un reverse proxy sur chaque data center. Donc ça nous permet d'être sûr que chez Amazon, même s'il y a un data center qui crache, on n'a pas d'interruption de service, en tout cas visible,
du côté utilisateur sur le service, quoi. Les serveurs sont gérés chez nous par l'équipe d'infra de Singularity. Ils utilisent des recettes chefs pour gérer, installer automatiquement tous les serveurs. C'est utile surtout cette plateforme, on en a deux versions. On en a une en production et une en pré-production. Et on est capable de rebooter comme ça autant qu'on veut, et voire y compris dans d'autres data centers dans le monde si on a besoin. Et pour parler juste finir en termes de process, la manière dont on travaille, on déploie, bah, cette infra et les outils qu'on a parlé avant, AirPlay Framework et tout ça, ça nous permet vraiment d'avoir un système de déploiement continu, vraiment. On déploie en prod plusieurs fois par jour, et c'est très facile, quoi. Alors déployer en prod plusieurs fois par jour, ça veut dire forcément plus de risques d'amener des bugs en prod, mais ça veut dire aussi la facilité de corriger des bugs en prod hyper rapidement. Donc qu'un utilisateur découvre un problème en prod, on est hyper réactif, on est capable de le régler tout de suite et pas d'attendre un cycle hyper long où on déploierait qu'une fois par semaine, voire une fois par mois, qui laisserait des bugs en prod qui pourraient être vraiment gênants. Après, ce qui est important aussi, petit à petit, c'est de trouver des outils qui vont nous permettre d'être sûr aussi quand on change quelque chose, comme on est en déploiement continu, bah, de vérifier que au moins la majorité des cas sont couverts. Alors bien sûr, il y a des choses, par exemple, on va parler, les gens, dans ce genre de cas, les gens vont parler de tests unitaires ou de tests Selenium, mais c'est des tests assez lourds et ça impacte pour les maintenir en fait. Il y a énormément de travail d'utilisateur, de développeur. C'est-à-dire le développeur doit écrire les tests, il va changer le code, il va changer le test, et ainsi de suite. Et des fois, le test, ça fait plus de sens même. En fait, il n'y a plus personne qui utilise le truc. Alors, soit il va jeter le test, c'est-à-dire il va l'ignorer, il va le commenter. En fait, à un moment donné, ça fait un frein de productivité. Bien sûr, il va avoir beaucoup de motivation pour continuer à le faire, parce qu'il faut absolument tester la fonctionnalité, mais quand même, ça fait un frein de Et productivité. surtout, on n'est pas sûr de tester vraiment ce qui se passe en On prod, teste quoi. un cas, deux cas, trois cas, mais ça teste pas la majorité des cas. C'est pour ça qu'on essaye, en fait, on expérimente aujourd'hui avec des process et des moyens beaucoup plus entre guillemets agiles ou productifs pour pouvoir avoir ce genre de garantie sur notre production. Une des choses, c'est si on est capable d'avoir les vraies requêtes-réponses de prod, bien sûr, sans les données sensibles, c'est-à-dire on passe sur les requêtes-réponses, on enlève tout ce qui est données sensibles, c'est-à-dire on change les textes et tout ça, on les stocke quelque part, après on prend ça, on les joue tel quel sur le stage ou même sur le développement. À chaque fois qu'on commit de code, ben, on peut rejouer tous ces tests-là. Les vraies requêtes-réponses, on peut les jouer sur l'infra ou en développement à chaque commit, comme ça on peut vérifier que la Et on compare. majorité. Ouais. Pardon? Et on compare. Et on compare. Est-ce qu'il a changé? Et s'il a changé, on dit au développeur, tu viens de committer, tu viens de faire ce changement-là. Est-ce que c'est normal? Peut-être c'est une fonctionnalité sur laquelle tu as travaillé, tu l'acceptes. Si c'est pas normal, c'est un bug. Et si c'est un bug, il faut committer quelque chose pour le fixer, pour le réparer. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne veut pas simplement s'assurer que ce qu'on fait, c'est la bonne manière de faire, parce que quand on fait un test comme ça, de manière ad hoc, on va tester que c'est bien ce qu'on attend. Le problème, c'est qu'on a mis potentiellement en prod des bugs, mais qui ont été exploités derrière. C'est-à-dire qu'on a formaté un bout de JSON d'une manière voilà, qu'on n'aurait pas voulu faire comme ça, mais derrière, il y a des gens qui utilisent ça, qui s'attendent à ce que l'API soit comme ça. Et même, on ne peut pas simplement corriger ce bug. Toute régression de l'API, que ça soit une erreur ou que ça soit une bonne chose, mais qu'on fasse une régression dans l'API, il faut qu'on le sache et qu'on le gère. On ne peut pas se permettre de faire des régressions dans l'API, même si c'est des régressions qu'on fait pour des bonnes raisons. Ça, c'est tous les points qu'on voulait aborder. traiter. Puis il y a des questions. Beaucoup. Pour l'instant, en fait, on a plus ou moins les chiffres. Pour l'instant, on communique pas sur ces chiffres-là, mais plusieurs. En fait, déjà, il y a plusieurs milliers de repositories de contenu qui sont hébergés.
des tailles variées, il y a des petits, il y a des grands, et c'est un contenu. Après, combien de requêtes secondes on récupère, comment, tout ça. Euh, ouais, je préfère par contre. Dans après, il y a la latence de localisation, c'est-à-dire qui est énorme parce qu'entre un mec qui est à Sydney et un mec qui est aux US ou à Paris, c'est vraiment, ça change beaucoup. Pour faire une requête sur le réseau des États-Unis depuis l'Australie, il y a déjà au moins une seconde de latence qui est juste du réseau, quoi. Et sur ça, on peut rien y faire. Après, nos réponses d'API, c'est elles sont en millisecondes, quoi. Voilà, il faut que ça soit dans ce genre de chiffres. Bah, nos réponses d'API, en gros, c'est un index Lucene qui est là, qui L'API est ou prêt. pas, en fait, tout ce qu'on utilise, sauf les process. Et ça, c'est pas une problématique de réponse, c'est plutôt une problématique de process. Par exemple, le process de publication, ça peut prendre une seconde ou deux parce qu'il y a quand même de travail à faire. Mais ça, c'est un process, c'est une tâche. Mais pour toutes les requêtes réponses, on garde, oui, dans les 150 millisecondes. Ça ensemble, bien sûr, tous les problèmes de latence de réseau. Mais même comme les requêtes peuvent être cachées à l'infini, cette latence est moins problématique que sur certains services où vraiment on n'a pas d'autre choix que d'appeler. Surtout, même en fait, par exemple, le writing room, tous les documents, ils sont cachés aussi. Une version de document, c'est caché à l'infini, pareil. Au moins cachable. La question, est-ce qu'on gère les conflits entre les branches de version de documents et comment on le gère si on le gère? Et pour l'instant, en fait, on a un process très simple, peut-être presque Mm. simpliste de merge de conflits. On a toutes les données pour merger plus proprement, mais pour l'instant, en fait, ce qu'on fait, c'est le dernier qui a la raison. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, en fait, il y a deux branches. S'ils ne modifient pas le même document, il n'y a pas de problème. Lui, il a rajouté une version de document, l'autre, il a rajouté une autre version de document. Il n'y a pas de conflit, ça passe. Si les deux, ils ont travaillé sur la même version, bah, c'est le dernier qui gagne. Après, on a, en fait, ce Ah, qu'il y a, ça, c'est sur la publication du repo en lui-même, mais sur une branche de documents particulière, on a une gestion en fait, de conflit. ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour un document donné, parce que là, on regarde, en fait, le document, on le regarde comme un seul bloc, on dit, oh là là, il y a un problème, voilà. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, en fait, un document, c'est pas une seule chose. C'est quoi un document? C'est des blocs, en fait, comme des champs, en fait, comme des champs dans la base de données. Il y a le titre, il y a, par exemple, un prix, il y a après, par exemple, le texte. Même le texte, c'est plusieurs blocs. Et si on regarde le texte, c'est des paragraphes, des liens, des images. Et tout ça, en fait, on est capable, très simplement, de prendre deux versions différentes et savoir où est vraiment le conflit. Et peut-être il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire, si il y a une personne qui a changé un titre et l'autre personne a changé, par exemple, l'image, on est très facilement capable de dire, OK, il n'y a pas de conflit, on le merge comme ça. On le merge parce qu'il n'y a pas de conflit. On met le titre de dernier avec le paragraphe ou l'image de celui d'avant. Je peux Après, le montrer avec une certaine confirmation. Oui. dans back-office. Là, j'ai ouvert le même document sur deux onglets, même si c'est moi dans les deux. Mettons qu'il y a un utilisateur 1 qui vienne et qui mette 100 ici, qui sauve. Bah, il y a l'autre utilisateur qui est ici. Euh, Ah oui, bien sûr, on perd jamais rien. On ouais. perd ni la première version ni la deuxième. Les deux, ils vont exister. C'est juste là. Il change, il veut sauvegarder. C'est ici qu'on va lui dire que là, à ce moment-là, il y a un problème, c'est que quelqu'un, bah, là, en l'occurrence c'est moi, mais qui a écrit une autre version qui a un conflit avec la mienne. Et donc là, effectivement, on merge pas parce qu'on n'a pas d'outil de merge graphique, mais on a le choix. C'est soit j'abandonne mes modifications parce que je veux pas, soit je les sauve, mais je branche quoi, en fait. Je commence une branche de documents et puis les deux vont vivre côte à côte, mais par contre, il va falloir les merger à un moment donné. Et pour les merger, il va falloir que ce soit un humain qui compare les deux et qui décide quelle photo ou quel texte il garde.
Mais par contre, ici, en fait, même si je sauve mon document, tout simplement, on va avoir les deux versions en même temps, on va voir Voilà. qu'il y a une branche. Là, ça a fait une branche. Bien sûr, à un moment donné, quand on va les deux publier dans la même release, ou moi je vais publier dans une release et l'autre il va publier après moi, à un moment donné, il faut faire un merge. Et le merge, c'est soit un utilisateur qui va regarder comparer. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est soit ils vont comparer, et soit l'un qui va écraser les modifications de l'autre s'il y a un conflit. Et ce Mais qui est c'est intéressant, c'est qu'on très simple. traque tout. On traque tous les changements ici, et ça permet C'est-à-dire, on traque tout, c'est-à-dire si aujourd'hui je regarde, je peux voir en fait, et si ça, il n'y a pas eu de changement, tu as supprimé, je pense. Juste enlève 10. enlève 10 Bah, tips. 10, le 10. Voilà, en fait, on traque tous les changements, on est capable vraiment de savoir où est le changement, pourquoi c'est fait, et, euh, et même faire des process de merge beaucoup plus sympas. Mais c'est juste, en fait, après, il faut prévenir l'utilisateur, il ne faut pas merger dans le dos de l'utilisateur. Il faut dire, voilà, je pense qu'il n'y a pas de conflit. Après, peut-être il y a un conflit logique, même s'il n'y a pas de conflit Ouais, c'est de pas du données, code, quoi. ça peut être un conflit logique, quoi. C'est un peu plus difficile de merger automatiquement du texte et des photos Après, je peux que dire, du code. l'utilisateur, j'ai mergé comme ça, est-ce que ça te va? Il va regarder le document, il va décider si c'est bon ou pas. Ouais, il y avait une autre question, je sais plus Oui, où. oui. Non, pas le document. La référence de branche, en fait, la référence de release. Si je publie, est-ce que je dois changer aussi mon client? Non, en fait, le client, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait le client, il fait une première requête. Il dit slash API. L'API va dire, OK, le master, c'est à tel ref. C'est-à-dire, OK, il va prendre le ref, il va l'utiliser pour toutes les requêtes qu'il va avoir à faire pour Dans la récupérer les page. documents dans la page. Si je publie, c'est-à-dire slash API va donner comme master un autre ref. Automatiquement, le client va utiliser ce ref pour récupérer tout ce qui est dans la page. Il ne faut pas changer le client en fait. C'est automatiquement, il demande dans quel ref je suis, il récupère ce ref là, il va l'utiliser pour tout. Très intéressant comme question. Est-ce que ça veut dire qu'un changement pour un seul document, ça dévalide le cache de tous les documents qui existent dans le site? Euh, oui et non. C'est-à-dire oui, parce que les URL ils vont tous changer, mais en fait il y a un process aussi qui existe dans le document. Je ne sais pas si c'est un prod ou pas, mais il y a un process qui existe. En fait, on a des liens directs vers les versions qui passent par le ref. Et je suis capable, en fait, dans l'API, de demander pour n'importe quel document, pour une raison d'optimisation, si j'ai le problème, demander donne-moi la vraie URL qui ne change jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les recherches, ils vont changer certainement. Ça, je peux pas je peux pas cacher à l'infini. Je peux pas changer avec les publications. Mais il y a une seule requête, c'est la recherche qui va récupérer les identifiants de documents. Et après, je vais utiliser, je vais demander la vraie URL. Et si il n'a pas changé de version, ça va rien changer. Ça va changer que les documents qui. Par exemple, si je récupère une liste de documents, bah, ça va donner une liste de URL. Et si les URL, les vraies URL de version, ils n'ont pas changé, ça change rien. Oui. La question, ça ressemble beaucoup à Git ou d'autres outils qui font à peu près des branches et des choses comme ça et des versions à l'infini. Est-ce que vous avez utilisé des briques comme ça ou des Git ou d'autres outils ou vous avez développé tout from scratch? C'est la deuxième option. On a tout développé from scratch. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Git, mais c'est pas simplement à Git, ça ressemble aussi à une autre technologie qui s'appelle Datomic, qui fait plus ou moins aussi la même chose. Mais en fait, il y a quand même des différences, des sémantiques entre ce qui fait offre. Déjà, en fait, Git, il offre beaucoup plus que ce qu'on offre, mais il y a certaines choses qu'on a qui est différent en fait,
c'est super, c'est très bien un Git, mais c'est orienté quand même orienté fichier en fait. Nous, on est beaucoup plus orienté document. Et il y a certains changements en fait là-dedans qui font qu'on n'a pas choisi, par exemple, de travailler avec Git, mais plutôt de travailler Ce qui est avec une base de surtout données. différent, c'est que Git, il a une timeline pour le working tree. Et nous, on a une timeline pour le repo, bien sûr. Il a son histoire, mais aussi chaque document lui-même a sa propre histoire. Et c'est ça qui est un peu différent. Ce qui est un peu, ce qui est en interne dans Git, mais ce qui est pas, c'est pas ce qui est, en interne aussi. Il y a un hash par document et tout, mais euh, il y a des différences, des petites différences qui font qu'en fait, si on utilise Git, on va avoir du mal avec certaines choses pour stocker ce qu'on veut stocker ici. Par rapport au type de document ou par rapport... D'accord. Voilà, est-ce qu'on prévoit quelque chose pour les plusieurs phases de développement entre dev, staging par exemple et prod? Oui, en fait, le mécanisme par exemple de ref, c'est exactement ce qu'on utilise pour ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs choses en fait. Par exemple, aujourd'hui, je peux avoir plusieurs releases. Et je peux faire un preview en fait des changements sans publier la release. Aujourd'hui, par exemple, ici, on va voir qu'on a prévu deux releases. Il y a l'annonce de pâtisserie, de magasin à San Francisco, qui contient, on va voir plusieurs changements. Il y a pas mal de changements dedans. Et je peux regarder l'état de site ou de l'app mobile ou de jeux vidéo, n'importe quoi. Je peux regarder l'état si on appliquait ce release-là. En fait, c'est très simple. Si il utilise le ref, il va le voir. C'est juste, en fait, il faut utiliser le bon ref pour récupérer le bon contenu. Après, bien sûr, il y a un problème de sécurité. Il ne faut pas que n'importe qui voit n'importe quel changement. Et c'est pour ça qu'on utilise un mécanisme de OAuth pour. En fait, aujourd'hui, tu peux aller sur le point .me, s'il te plaît. On va parler. C'est une autre. Après, il y a la question de schéma, c'est vrai. Il n'y a pas HTTPS. Bah là, on va voir. En fait, ça, c'est le site qui correspond au repo qu'on était en train de voir. D'ailleurs, j'ai publié le Ouais. 10. On va aller ici. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut se loguer en fait C'est où qu'on se log? dans le homepage. Non, pardon. Voilà, on peut se loguer. Et ça va faire un aller-retour avec le back-office pour Download, identifier, pour donner l'accès. Et une fois qu'on a eu ça, maintenant, on a un menu en haut qui va choisir sur quelle release je vais prévuer dans le site web. C'est-à-dire c'est sécurisé, mais quand même, je peux voir n'importe quelle publication dans le futur, dans le passé. Voilà. Mais c'est juste, j'ai demandé l'autorisation pour le faire. Ça, c'est pour la première question. Si je prends là les macarons, je prends le macaron au chocolat ici. Pour qu'on voit bien, je vais changer sa photo pour mettre ça. Même si ça va entièrement casser Le design. le design. Je fais ça. Et ça, je le publie pas, mais je dis que je veux faire une new release qui est new macaron. Voilà. Break the website. Ok, break the website. Et ça peut être ma branche de dev, par exemple. Pour la nouvelle version du site web, il faut faire tout un tas de nouveaux contenus et changer le design des contenus existants. Voilà. Donc là, je le trouve ici, dans l'onglet Release, ici, je vois, par exemple, website, machin. Et donc ici, il faut simplement que je refresh. Là, je peux demander à voir comment il est par exemple the website, et là, je le vois qu'il est là, et qu'il est cassé. Mais ça va pas changer le site en prod, quoi. Et j'ai pas eu besoin d'avoir. En fait, la question, elle revient souvent, mais c'est vrai que on disait au début, un des problèmes des CMS, c'est qu'on développe dans le CMS. Donc à un moment donné, quand on veut avoir une version de dev et de prod de son contenu, c'est aussi une version de dev et de prod du CMS et du code qui tourne dans le CMS. Donc au final, on a deux serveurs, un serveur CMS dev, un serveur CMS prod. Nous, le contenu, il est en dehors. Et le site web, il peut évoluer, il peut avoir une nouvelle version du site web qui utilise une nouvelle technologie, un nouveau framework, un nouveau design, un nouveau layout, qui s'appuie sur le même contenu.
Et donc dans ce cas-là, le contenu, il est là, lui, il bouge pas, il est indépendant du cycle de vie du projet. Après, il peut y avoir des modifications de contenu, et ça va sur une branche de contenu. Mais on n'a pas besoin de forquer la base de contenu pour forquer la base de code, en fait. Parce que c'est Après, déjà après, il y a la deuxième question, la question de schéma. Euh, En fait, déjà, il n'y a pas de schéma. Là, en fait, il n'y a pas de schéma. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les masques de saisie. Ça correspond un peu à un type de document, mais il faut l'imaginer comme si c'était en fait un tampon. C'est un masque, c'est un tampon. C'est-à-dire, une fois qu'on a fabriqué un document avec, une version de document avec, on change le masque, ça change pas le document, ça touche pas au document. On a déjà fabriqué la version qui contient le contenu avec un certain schéma qu'on a eu au moment de la fabrication. Mais une fois qu'on l'a fabriqué, on peut changer le masque, ça change rien. Il faut que je rouvre le même document avec le même masque et que je le réapplique pour que ça casse, pour que ça change le schéma de document. simplement la nouvelle version de Il document, va pas faire une l'ancienne. nouvelle version avec le nouveau schéma. Mais l'ancien, même si je fais une nouvelle version avec le nouveau masque, l'ancienne version va toujours être dans la même version. Et en fait, c'est encore une fois, c'est un choix qu'on a. C'est très difficile en fait la gestion de schéma. On a vu que en fait, le schéma doit évoluer avec les versions. C'est-à-dire les anciennes versions, ils doivent jamais changer de schéma. Si je veux absolument le faire, il faut un process automatisé de prendre un masque et l'appliquer sur tous les documents et le publier ensemble. Mais il ne faut pas impacter le passé. Le passé doit être figé, il doit pas changer. Et vraiment, c'est quelque chose par exemple, qu'on retrouve dans beaucoup d'outils comme GitHub, comme Datomic, comme d'autres technologies. Je pense, nous, en fait, souvent, nous, les développeurs, on a des outils super sophistiqués, super intéressants à utiliser, mais on ne donne pas les mêmes outils aux utilisateurs. On donne des outils un peu moins bien faits, moins sophistiqués. Et là, dans l'idée dans Prismic, c'est essayer de voler un peu quelques idées de monde de développement et essayer de livrer, mais avec une interface plus sympa, avec un process beaucoup plus simplifié, avec voilà, il faut savoir le présenter, mais quand même c'est super intéressant pour les utilisateurs. Tu peux répéter la question? Est-ce qu'il y a quelque chose pour gérer la traduction des contenus? C'est une feature sur laquelle on travaille, vraiment. Ce qui est intéressant, on n'a pas montré, c'est que les documents, ils peuvent être liés ensemble. Donc par exemple, si je prends ce produit, ici j'ai des produits liés. Et ça, c'est des liens entre documents. Et ces liens entre documents, on les saisit dans le back-office et on peut les exploiter de la manière dont on fait les requêtes en base de contenu. On peut suivre les liens. Et donc avec ces liens, on est en train de mettre au point un système de traduction qui utilise ces liens. Ça veut dire qu'il y a un document master et il y a des liens vers différentes traductions. En fait, Voilà. il faut savoir que on peut l'appeler traduction, on peut l'appeler localisation, mais c'est pas un seul problème. Même si ça paraît, c'est généralisé avec un seul mot, c'est pas le même problème. Il y a plusieurs problèmes. Des fois, je vais traduire exactement les mêmes structures de données, je vais les traduire en Plusieurs plusieurs langues. langues. Des fois, en fait, c'est pas exactement le même produit. Il y a certaines caractéristiques qui n'existent pas, qui font pas de sens dans certains pays. Il y a certains produits qui vont pas faire de sens. C'est pour ça que c'est très difficile. En fait, c'est pas le même problème. Il y a certains cas qui vont être qu'on va pouvoir résoudre, certains autres ils vont pas pouvoir. Il y a certains cas, il faut tout simplement cloner tout le repo et retraduire tout et après forquer. C'est-à-dire, ça va jamais se rejoindre en fait. C'est juste on part de la même base, on le retraduit, après ça va vivre sa vie, il va rajouter ses produits, il va peut-être de temps en temps retraduire d'autres produits qui se rajoutent dans l'ancien, mais c'est tout quoi. Et ça peut être une des solutions. Et Ou souvent, c'est mixé. Moi, j'avais bossé pour une boîte qui était assez internationale, qui avait le Japon, la France et l'Angleterre. Et en fait, sur leur site, c'était mixé. Vraiment, il y avait la France et l'Angleterre qui étaient en fait les traductions dans les masses de produits, et le Japon qui était vraiment beaucoup plus indépendant, qui avait son propre site web, ses propres gammes de produits. Donc en fait, on voit que l'outil ne peut pas répondre à la fois à toutes ces organisations. moi je dois partir. Ok. Ouais. On a commencé le projet fin 2012. On a commencé en novembre 2012, moi et Sadek. Et depuis, on a 3 nouveaux développeurs et un web designer qui travaillent avec nous. Un peu plus qu'un an et demi. 1 an et demi. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, ouais.
et plus une équipe d'infra, mais qui n'est pas l'équipe d'infra du projet, qui est l'équipe d'infra mutualisée de Singularity. Bien sûr, il y a de temps en temps, on a toute une société derrière. En fait, si on a besoin de l'aide, Singularity avec 70 développeurs avec beaucoup de talent, si, au cas où on a des besoins. Mais pour l'instant, voilà, en fait, on a recruté deux Singularity. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent. En fait, c'est un projet de Singularity. Et de temps en temps, par exemple, Sébastien, il a commencé à travailler avec nous. Avant, il était sur les projets Singularity. On l'a pris. Pareil, Anthony, pareil. Ok. Bon bah merci.